Donc, sans plus attendre, Gérard, on va te mettre à contribution. On sait que depuis les différentes lois de travail, que ce soit la loi Rebsamen, la loi El Khomri ou en passant par les ordonnances Macron, ou encore par la réforme des conseils des prud'hommes, hein, toutes ces réformes n'ont cessé de réduire le droit des salariés, quoi. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions se posent et on sait qu'on est face à une machine infernale, hein, où il y a toujours une recherche effrénée de plus de profit, au détriment bien sûr de la santé et de la sécurité des salariés. Donc comment on peut inverser la tendance? Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Gérard, ce serait peut-être bien que tu te présentes, hein, un jeune nouveau syndiqué. Je ne sais pas de mémoire, je crois que ça fait plus de 50 ans que tu es à la CGT, enfin bref. Voilà, je te laisse la parole et puis pour introduire ce débat. Merci à vous de votre invitation, c'est un honneur, et de votre présence. Je dis merci à tous les militants qui ont préparé cette réunion. Il faut toujours faire ça au début, parce qu'il n'y a pas de réunion sans ceux qui mettent les chaises, ceux qui mettent la décoration, qui la pensent. Et c'est d'abord à cela qu'il faut toujours remercier. Et il n'y a pas de tribune sans remerciement, hein, l'activité de chaque militant. Bon, oui, c'est vrai, moi je suis... j'ai 78 heures, je suis... Ma première carte CGT est de 1963. J'étais dans une famille où on disait « tu bosses, c'est le syndicat ». Donc mon premier boulot, c'était coursier avec ma mobilette, il n'y avait pas d'internet, hein, au Crédit Commercial de France, et je suis allé me syndiquer. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu du mal à avoir ma carte, parce qu'on me voyait bien, qu'est-ce que c'est que ce môme qui veut une carte. Et puis j'ai fait une douzaine de métiers. Bon, j'ai dû conduire des trains. Pendant à peu près 8 mois. À l'époque, il y avait en seconde sur les diesels, on prenait des jeunes étudiants, fils de cheminots. Mon père était menuisier chaudronnier à la SNCF. Et puis, j'ai été facteur pendant 2 ans. J'ai été manutentionnaire sur le port pendant assez longtemps. J'ai dû être pion en internat. J'ai été prof de philo, c'était ma vocation, pendant près d'1 an. J'ai été ouvrier du livre pendant 2 ans. J'ai été chauffeur-livreur pendant 2 ans. Enfin, tout ça m'a pris une douzaine d'années. Je n'avais pas d'autres moyens pour passer mes études. Et évidemment, il fallait travailler en même temps. Et puis, au bout d'un certain temps, j'étais imprimeur, journaliste. Et à la fin, j'ai passé des concours parce qu'il fallait bien quand j'avais mes enfants, c'était arrivé. Et j'ai passé un concours d'inspecteur du travail. C'est un concours qui était très difficile à l'époque, il y avait 1500 candidats pour 25 places. Maintenant, le dernier concours, il y a à peine 400 candidats pour 200 places. Hein. C'est-à-dire que c'est moins coté qu'il y a 50 ans. Et bon, mais en plus, à l'oral du concours, ils m'ont interrogé sur le Front populaire. J'ai expliqué aux examinateurs ce qu'était le Front populaire. Donc j'ai gagné mon concours. Et après, il y a une formation pour un inspecteur du travail qui dure 18 mois, où on fait tout, quoi. Et puis après, j'ai fait 30 ans d'inspection du travail. Bref, calculé que j'ai dû visiter 9000 entreprises environ. Je dis toujours au patron, je connais mieux les entreprises que vous. Vous connaissez que la vôtre, moi je les connais toutes. Et puis quand on visite 9000 entreprises, tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Donc si au début vous n'êtes pas militant, vous le devenez semaine après semaine, mois après mois, année après année, quand vous rentrez dans les boîtes en voyant ce que vous voyez. Un inspecteur du travail comme moi, dans mes 30 ans, j'ai dû enquêter, ça va vous sembler bizarre le vocabulaire, mais c'est un vocabulaire professionnel, j'ai dû enquêter sur 14 accidents du travail mortel. J'en ai encore parfois, maintenant, je suis en retraite depuis plus de 10 ans, parfois encore des cauchemars. Vous arrivez, vous voyez le gars sur le carreau, et il faut que vous déterminiez les causes. C'est pas à ça que vous pensez d'abord. Hein. En général, vous êtes plutôt furieux. Quand j'arrivais dans un chantier, les chantiers, j'en ai fait des centaines, c'était les plus difficiles parce que vous avez
la boîte, enfin Bouygues, Eiffage, Vinci, enfin ce que vous voulez, quoi. Et puis en dessous, comme vous voyez les panneaux, vous avez les 20 premières entreprises sous-traitantes de premier niveau, puis les 20 entreprises sous-traitantes de deuxième niveau. Puis ce que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les boîtes d'intérim qui sont là, avec les gars qui ne sont pas du tout déclarés. Et si vous arrivez comme moi dans un chantier, c'est le premier qui me vient à la Michaudière, c'est au plein cœur de Paris, à l'Opéra, quoi. Et vous voyez un chantier de démolition, c'est les plus dangereux. Et ben vous avez le gars, il va pas assez vite pour casser les bétons et les gravats en haut. Il y a une goulotte. Ils sont pressés par le chef de chantier d'aller plus vite. Il en met de plus en plus dans les goulottes. Ça tombe dans les goulottes. Et puis finalement, ça fait craquer tout le système. Et c'est un jeune de 20 ans, roumain, pas déclaré, qui meurt en bas, écrasé par la chute du béton et des goulottes. Bon, voilà. Quand vous êtes inspecteur du travail, pour vous faire toucher tout de suite le métier, enfin c'était mon cas, je rentrais dans le chantier et je hurlais. On me prenait pour un fou. Je criais partout, parce que sinon, si vous laissez passer de façon anonyme ou silencieuse un accident comme ça, vous laissez au cadre suivant. Donc en vérité, il faut crier partout. Mais vous criez partout en disant qui est responsable, et vous ne trouvez pas le responsable. Donc, comme vous avez 20 plus 20, 40 entreprises, vous passez déjà 1 heure de paperasse, le chef de chantier vous dit « Oh mais moi je m'en occupe pas, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Ah mais je ne savais pas qu'il était là. Comment il y avait un Roumain comment il avait 20 ans, mais il n'était pas là. Alors, on trouve l'organigramme, intérim, nation, et on finit par trouver vaguement l'identité de la victime, après avoir essayé de bousculer la totalité du chantier, pour faire que les consciences se secouent, que les gens disent non, ça ne peut pas fonctionner comme ça, et foutre suffisamment la trouille à chaque petit patron qui est là, et à chaque sous-commandant du chef de travaux, pour qu'il ait peur, quoi. Vous allez voir, c'est faute inexcusable de l'employeur, et au moins avant de lui faire peur juridiquement par un procès verbal, vous essayez de lui faire peur par la menace vocale. Parfois ça ne marche pas du tout, mais en tout cas, quand vous le faites, vous avez un avantage, c'est de sonner le tocsin. C'est quand même la première fonction quand il y a des accidents mortels d'un inspecteur du travail aujourd'hui à faire. Alors avant de développer sur l'inspection du travail tous les sujets que vous faites, hier soir, tu m'as présenté toute une série de questions, j'espère avoir le temps de les traiter dans la journée, parce que il faut que je vous dise deux choses. La première chose, c'est le salariat. La deuxième chose, c'est le code. Et la troisième chose, c'est l'inspection qui découle du salariat et du code. Un peu plus fort et plus proche de le micro de ma bouche, volontiers. Et le salariat, alors c'est un mot, c'est marrant, on s'en sert tous du mot salarié et salaire, évidemment. Et souvent, la définition n'est pas si simple ni évidente que ça. Le salariat, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ils ne possèdent pas les moyens de production. Un salarié dans une entreprise, il est forcément exploité. Parfois, on vous dit encore, comment l'entreprise, c'est pas un lieu. Bien sûr que l'entreprise est un lieu d'exploitation. Sinon, elle ne fonctionne pas. Ils mettent la clé sous la porte. Et puis, donc, ça veut dire que quand vous êtes salarié, l'entreprise, ça commence à un salarié. Un plus un. Le patron, le salarié, puis blablabla. Et le salarié, il est subordonné. Vous savez tous ça. Mais parfois, il est utile de le rappeler juridiquement parce qu'il y a une sous-estimation de ce que c'est le critère de subordination. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes subordonné. Et ça ne veut pas dire n'importe quoi parce qu'en échange de la subordination, vous avez des droits. Le Code du travail, la convention collective, les institutions représentatives du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, la médecine du travail, l'inspection du travail, les prud'hommes. Ce sont des droits en échange de la subordination. Alors souvent, les patrons veulent dissimuler ça parce que tous ceux qui ont compris le système, vous en êtes ici, demandent leurs droits. Donc il m'arrivait, il me présentait, puis il me disait « Bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs ». Et moi, à chaque fois, je faisais le même sketch aux collaborateurs. Il y a des gens pas déclarés ici. Collaborateurs, mais pourquoi vous dites collaborateurs, ils sont salariés? Ah, mais on les appelle comme ça ici. Mais monsieur ou madame la DRH, écoutez, non,
Vous ne pouvez pas les appeler collaborateurs. Je n'ai pas le mot collaborateur dans mon code du travail. Appelez-les salariés. Mais nous disons ça, c'est pour les valoriser. Alors, évidemment, à chaque fois, je rajoutais, je disais, bon, vous êtes sûr, mais en les valorisant, vous dites qu'ils sont sur le même plan que vous, et c'est là qu'est tout le vice. Collaborateur, c'est qu'on est à égalité. Et si on est à égalité, il n'y a pas de droit spécifique pour compenser la subordination. Donc on vous dit collaborateur, on vous flatte pour vous enlever vos droits. Et donc à chaque fois, je mettais les points sur les i en disant non, n'utilisez pas ce mot-là. Ah mais pourquoi, monsieur l'inspecteur, vous faites de l'idéologie? Ben non, je fais du droit. Ah mais oui, mais nous on dit ça, c'est pour leur faire plaisir. Ben non, vous imaginez si on avait dit collaborateur en 1945-46, l'effet que ça aurait eu. Elle a dit, on n'est pas de la même génération, monsieur l'inspecteur, on ne voit pas des choses comme vous. Ben, peut-être, madame, mais en attendant, c'est pourquoi vous dites collaborateur, c'est pour faire croire aux gens qui sont dans le même bateau que le patron. Mais quand il y a un problème, le patron, il s'en va sur le bateau, et le collaborateur, il reste au quai au Pôle emploi. Donc c'est ça que vous essayez de masquer, qu'il n'y a pas égalité entre les parties dans le contrat de travail. Il y en a un qui le commande, et l'autre qui est commandé. Alors souvent on dit, moi non, moi je ne veux pas supporter cet état. Je conseille toujours de supporter cet état. C'est-à-dire d'avoir bien conscience de ce qu'on est et de la situation d'exploité qu'on vit. Parce que si on a bien conscience de ce qu'on est et de la situation d'exploité qu'on vit, alors on peut revendiquer les droits pour progresser, nous défendre, nous faire respecter, obtenir la dignité, obtenir notre salaire, obtenir notre sécurité sociale, obtenir tous les droits du Code et des conventions collectives. Et la première, vous le savez tous, parce que quand on est syndiqué, on sait ça, mais tous ceux qui ne sont pas syndiqués, c'est justement parce qu'ils ne le savent pas. Et donc la première chose d'un syndiqué, c'est d'expliquer aux autres. Et d'expliquer en fait la caractéristique du salariat qui est exploité, qui produit les richesses sans en recevoir la part qu'il mérite. En fait, dans une entreprise, vous produisez, c'est connu, la plus-value. Le patron, il faut qu'il fasse un profit sur vous, sinon il ferme. Donc en fait, il faut faire comprendre aux gens, c'est nous, c'est vous qui payez le patron. C'est pas le patron qui vous paye. J'ai entendu 1000 fois dire, je sais pas, Arnaud, il fait vivre 100 000 personnes. Ah non, c'est 100 000 personnes qui le font vivre. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et quand on restitue ce sens-là, alors on restitue le BABA, le début de la lutte revendicative pour obtenir tous les droits qu'on a pu obtenir. Ça n'a pas été facile dans l'histoire. C'est même parfois, alors, comment dire, je vais partir de l'esclavage, souvent on est esclave. Non, on n'est pas esclave. Il ne faut pas confondre les phases de l'histoire et les statuts différents qu'il y a eu pour des gens comme nous qui travaillons. L'esclavage, aucune liberté, vous êtes absolument enchaînés au sens strict du terme, et le patron fait ce qu'il veut de vous. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Quémada. Ce film est un vieux film d'un gars qui s'appelle Gilles Pontecorvo, qui est un grand cinéaste, qui a fait un film sur la guerre d'Algérie, par ailleurs, qui s'appelle La bataille d'Alger, qui a été longtemps interdit en France. Et ce film Quémada est hollywoodien, hein, avec Marlon Brando, c'est vous dire. C'est la révolte des esclaves à Haïti. Les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les tuent, les esclaves se soulèvent, les propriétaires terriens les flinguent, et comme les esclaves sont plus nombreux, dans le film, ils vont gagner. Alors il y a une réunion des propriétaires terriens. Et l'agent anglais, qui est Marlon Brando, leur dit, arrêtez avec l'esclavage. Arrêtez, réfléchissez. Finalement, ça vous coûte cher. Parce que vous nourrissez les enfants, alors qu'ils ne travaillent pas. Vous logez et nourrissez les malades, alors qu'ils ne travaillent pas. Et les vieux, vous avez encore sur les bras, vous les logez encore et vous les nourrissez, alors qu'ils ne travaillent plus. Faites-en plutôt des salariés. Ça vous coûtera moins cher. Vous les utiliserez que quand vous aurez besoin d'eux. Et vous allez faire des économies sur tout le reste. Et évidemment, les propriétaires terriens se frappent le front et disent « D'accord, on libère les esclaves ». Et ça s'est produit comme ça quand il y a eu la libération des esclaves.
Dans un premier temps, ils étaient libres, mais ils avaient moins que quand ils étaient esclaves. Ils étaient renvoyés dans les forêts, ils étaient renvoyés en SDF, ils n'avaient plus de métier, de fonction, ce qui fait qu'il y en a qui voulaient revenir en disant « je veux rester esclave ». Et les grands propriétaires faisaient venir d'autres, qu'ils appointaient. Et l'expression de l'époque, c'était l'appointement. Le travail était journalier. On parlait des besogneux, des manouvriers, des loueurs de bras. Et il a fallu des décennies pour que les loueurs de bras, les manouvriers, les appointés, les journaliers gagnent des droits qui étaient ceux des esclaves avant. C'est-à-dire qu'ils gagnent le fait que le patron leur donne quelque chose quand ils étaient malades, leur donne une retraite alors qu'ils ne travaillaient plus, et de l'argent pour leurs enfants qu'ils n'arrivaient pas à nourrir. Alors, il a fallu des grèves et des mouvements pour ça. Tout le 19e siècle, c'est cette histoire que tout le monde a mémorisé autour de Zola et de Germinal. Mais toute cette période-là était une période, finalement, pour reconquérir des choses que les esclaves avaient, tout en restant libres. C'est un vrai chemin, la création du salariat. C'est pas venu du jour au lendemain. Et en France même, par exemple, parce qu'on a parlé à ce moment-là de classe ouvrière. La classe ouvrière a occupé, évidemment, elle est née dans les manufactures, elle a dépassé le statut des canuts, qui en fait étaient des auto-entrepreneurs, elle a dépassé le statut des petits artisans et des petits groupements pour devenir des grandes unités productives. Et dans ces grandes unités productives, il était plus facile pour les salariés d'arracher leurs droits et d'arracher des conventions pour la maladie, des conventions pour les accidents du travail, des conventions pour les retraites, et ensuite pour le logement, pour la santé, pour les enfants. Tout ça était arraché là. Mais pas pour l'ensemble de tout le salariat. En 1910, il n'y a que 3 millions de salariés en France. Une chose qui est peu connue, c'est qu'au moment du Front populaire, il y avait 7-8 millions peut-être de salariés, le salariat était largement minoritaire. En 1945, après la guerre, le salariat était encore minoritaire. Probablement autour de 55-45, 55% étant des indépendants, comme on disait, c'est-à-dire libéraux, agriculteurs, commerçants, médecins, paysans, tout. Mais c'était la majorité, étaient indépendants. D'ailleurs, ça explique que quand il y a eu la sécurité sociale, les indépendants n'ont pas voulu être affiliés à la sécurité sociale salariée, avec l'explication qu'elle n'était pas assez solide. Et que les salariés étant minoritaires, ils préféraient leur propre caisse de sécurité sociale. Et les indépendants ont perdu, historiquement. Et ils sont passés de 55% à presque rien, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 10%. Et le salariat qui était 3 millions de salariés, aujourd'hui, c'est 30 millions. Nous n'avons jamais été aussi forts, aussi puissants, aussi déterminants dans la production des richesses. C'est pour ça qu'idéologiquement, vous avez toujours un journaliste le soir à TF1, ou bien France 2, ou bien n'importe lequel, qui dit « Est-ce que c'est pas bientôt la fin du salariat ? Le salariat n'est-il pas en train de disparaître ?» Et ils interrogent tous les jours, le Figaro, les autres, l'existence du salariat. Parce qu'interroger pour eux l'existence du salariat, c'est remettre en cause ces décennies de droits qui ont été conquis une fois qu'on a dépassé le statut de journalier, de manouvrier, de loueur de bras, et qu'on a un statut. Un statut. Alors par exemple, une chose qui est peu connue, parce que tout le monde s'interroge sur le nom Macron, mais c'est juste, il faut haïr Macron. Mais Macron, on a parfois dit, on ne sait pas quelle ligne il a. Avec son truc de zigzag, de en même temps, de tout ça. Mais c'est clair la ligne qu'il a. C'est une ligne, il l'a écrit dans le premier livre, quand il a été élu en 2017. Et ce livre est incroyable. Le titre s'appelle Révolution. Et dans Révolution, le gars, il écrit je veux mettre fin au salariat. Je veux mettre fin au salariat. Je veux une société sans statut. Je veux une société sans cotisation sociale. Je veux une société sans code du travail.
mettre fin au salariat et revenir aux lois de bras. Et donc, c'est important de bien situer cette période historique, 19e siècle, avec les artisans, les petites unités, et un salariat encore modeste, essentiellement ouvrier, puis un salariat qui se développe tout le XXe siècle, puis à la fin du XXe siècle, une attaque des patrons, des capitalistes, pour faire reculer, régresser et disparaître le salariat, pour avoir une société sans statut. Et nous en sommes là parce que je veux fêter pas seulement la Révolution portugaise qui a 50 ans depuis hier, mais hier, eh ben, il y a eu un vote que moi je qualifie d'historique au Parlement européen, je vais y revenir tout à l'heure, qui en fait impose la présomption de salariat contre Hubert, Deliveroo et tous ceux qui veulent redonner des statuts ou une absence de statut, c'est-à-dire ne plus avoir de salariés, mais d'avoir des indépendants en vis-à-vis qui échappent à toutes les règles du code, etc. Alors ça, c'est le premier point, parce que l'inspection du travail n'existe que dans cette phase-là. L'inspection du travail, il va en être question pour la première fois en 1841 pour les grandes manufactures où les journées de travail sont de 17 heures. Bon, et la question est de baisser le travail des enfants et de baisser le travail des femmes. Alors ne croyez pas que c'est avec un sentiment féministe qu'ils veulent baisser le travail des femmes et celui des enfants. C'est parce que pour eux, il y a besoin d'enfants pour faire la guerre et ils meurent trop tôt dans les usines. Et deuxièmement, pour les femmes, il y a besoin de femmes pour faire des enfants, pour faire la guerre. Donc en fait, c'est les motifs qui font qu'ils vont baisser la durée du travail pour les femmes et les enfants. Mais évidemment, à 17 heures par jour, 16 heures, 11 heures, et la journée de 11 heures va brièvement être mise en place en 1848, et ne pas être appliquée d'ailleurs, et il y a quand même une réduction progressive de la durée du travail, et là, les patrons se jalousent les uns les autres. Ils disent, oui, mais moi j'ai baissé la durée dans mon entreprise, mais pas toi. Et c'est comme ça, c'est pas avec des sentiments nobles, qu'ils inventent l'inspection du travail. Ils créent un petit corps de gens qui vont aller d'une entreprise à l'autre pour vérifier que tous les patrons appliquent la même règle pour baisser la durée du travail. C'est ça l'origine, à la fois des lois sur la durée du travail, à la fois des autres lois pour codifier, et à la fois du contrôle des lois qui donne une inspection. Je vais vite parce que s'il y a des historiens, on peut revenir en détail, mais c'est en 1892 qu'est créée l'inspection du travail, et le grand événement fondateur va être en 1906 avec la catastrophe de Courrières. Alors, vous connaissez cette catastrophe, c'est dans les mines, il y a je me suis fait reprendre plusieurs fois, je disais coup de grisou, mais c'est un coup de poussier, 1099 morts, et c'est le 15 mars 1906, et le patron dit, bon, bah, on arrête, mais on reprend le travail après-demain, et les autres disent, il y a encore des gens dans les mines, et le patron refuse d'aller les chercher. Alors à l'époque, il n'y a pas BFM TV, hein, mais ça fait quand même le tour de France. Parce que le 31 mars, il y en a 13, plus 1, qui arrivent à sortir des galeries des mines par leurs propres moyens, alors qu'ils ont été abandonnés par le patron, et qui sortent vivants, si on peut dire. Et du coup, il va y avoir une grève avec... Il y a 32 000 mineurs qui se mettent en grève. Ça va être un choc dans tout le pays à ce moment-là. Les mineurs sont le cœur, la pointe avancée du salariat de l'époque. Et Clémenceau va faire une chose exceptionnelle. Il va créer le ministère du Travail. Il n'y en avait pas avant Courrières. Et il y avait une cellule, comme il disait, s'occupant du travail dans le ministère de l'économie. Et donc ils sortent cette cellule et ils font un ministère à part avec en gros le slogan « plus jamais ça ». Quoi. Et le thème c'est « on va forcer les entreprises à respecter les droits du salarié ». C'est la suite de la catastrophe de Courrières qui va donner naissance au Code du travail qui lui, le temps qu'il soit rédigé, 1906, 1907, va être publié pour la première fois en décembre 1910.
Et le premier code du travail, il a 3 lois et 80 articles. Et tout va s'organiser autour de l'abaissement de la durée du travail. La revendication, c'est les 3-8. La revendication qu'un siècle après, nous n'avons toujours pas satisfaite complètement, puisque ça veut dire 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Et on sait bien que ce n'est pas satisfait, mais c'est la première revendication profonde, et ensuite, c'était la semaine de 40 heures. Et donc, autour de ça s'organise le premier code. Il n'y a pas les 40 heures à ce moment-là, ils vont évidemment venir en 1936, mais c'est le premier loi fondamentale, il y a un code du travail. Alors je le dis parce que j'étais comme peut-être beaucoup d'entre vous, il y a combien de temps maintenant? C'est 2015, septembre 2015, donc ça va bientôt faire 9 ans. Alors, il y avait un président qui s'appelait Hollande à cette époque-là, et qui dans une conférence de presse a dit « Nous allons adapter les droits des salariés aux besoins des entreprises. » Moi, j'étais devant ma télé, comme beaucoup, inspecteur du travail, j'étais effondré. C'était un siècle d'histoire. Vous savez, la théorie, ça compte. Hein. La théorie de 1906, c'était on adapte les entreprises aux besoins des salariés. La théorie de Hollande 2015, c'était on adapte les droits des salariés aux besoins des entreprises. Ça, c'était une contre-révolution. Ça, c'était une contre-révolution. Parce qu'en vérité, on avait progressé entre 1910 et 2015 en gagnant des droits. Presque tout le temps. C'était des petits droits par petits droits. Moi, j'ai toujours dit que le Code du travail était un texte fait de chair et de sang, de lutte et de larmes. C'était le code le moins enseigné, le plus méconnu, le plus méprisé, mais le plus vital. Il permettait de réglementer nos vies face au patron en invoquant la loi de la République et en ayant des contrôles de l'inspection créés entre-temps. Et donc le Code du travail, c'était vraiment le moyen, jusque-là, de progresser dans tous les domaines. C'est pour ça qu'il est passé, il disait les trop gros. Alors, parce que vous n'avez pas entendu sur la grosseur du Code du travail. Je me rappelle de Bayrou, une fois à la télévision, sortant le Code du travail de son sac, le jetant sur la table en faisant un gros flac, et en disant, voilà pourquoi on ne peut pas faire fonctionner les entreprises, et sortant un petit document qui était dit, c'est le Code du travail suisse, ça marche. C'est un gros menteur, grossier. Il n'y a pas de Code du travail en Suisse. Ce qu'il montrait, c'était un accord entre les entreprises remontant à 1939. Et quant au gros Code du travail, c'est les éditions d'Allos qu'on connaît, quoi. Il y a 600 pages de loi, parce qu'on est passé de 3 lois à peu près, disons à peu près 500-600, il y a 600 pages de loi, mais il y a dans l'édition d'Allos 2400 pages de jurisprudence, de décrets, d'arrêtés, de commentaires de la loi, etc. Ce qui fait qu'évidemment, il est gros. Mais tous les codes en France sont gros. Le code du commerce est plus gros que le code du travail. Le code de la route est plus gros que le code du travail. Il y a 21 codes qui sont plus gros que le code du travail. Donc l'attaque contre le code du travail n'a aucun sens. Parce qu'en fait, les lois qui ont été petit à petit élaborées sont des lois qui viennent, c'est pour ça que je dis que c'est de chair et de sang, elles viennent de lutte, elles viennent d'exigences, de grève. Et quand il n'y a pas eu suffisamment de grève, depuis 1936, il y a ce qu'on appelle des conventions collectives. Alors moi, j'avais comme inspecteur mon code du travail sur le bureau, et j'avais dans mon bureau 6 armoires, dans lesquelles il y avait toutes les conventions collectives, 6 armoires. Hein, et il y en a à peu près 700 au total, elles sont d'inégale importance, mais il y avait 700 conventions collectives, lesquelles complètent dans le détail le code du travail. La loi, plus les accords. Donc nous faisons un système qui est conquis par les salariés, nous défend même quand les salariés ne le savent pas, leur vie est régie par ça. Et souvent le syndicaliste, et vous le savez tous, le premier
seule chose qu'il faut qu'il dise à celui qui ne sait pas, c'est lui expliquer ça. Évidemment, tu as un code, ça te protège. Alors souvent, parfois chez les syndicalistes, j'ai connu, et puis j'ai sûrement eu dans ma vie également ce travers, les gens qui disent ouais, bah, c'est trop compliqué tout ça, c'est la lutte. Ouais, bien sûr c'est la lutte. La lutte est déterminante. Le rapport de force sociale est déterminant. Si vous faites grève, vous pouvez gagner parfois des mois et des années par rapport aux lois existantes. Vous pouvez même améliorer la loi, hein, ou avoir une convention bien meilleure. Regardez les cheminots la semaine dernière, qui ont rattrapé un petit peu de ce qu'ils avaient perdu sur les retraites. Voilà, donc c'est vrai, c'est la lutte. Mais la lutte, elle est plus facile si vous avez des bonnes lois que si vous avez des mauvaises lois. C'est pas trop difficile à comprendre. C'est de la même façon quand il y avait eu les 35 heures. Les gens disaient les 35 heures, ça n'a rien changé. Vous avez l'habitude de dire ouais, c'est à peu près comme quand c'était à 39 heures. Sauf qu'il y a 4 heures de moins. Vous avez baissé tout ce qui existait à 39 heures, vous l'avez, mais à 35 heures, et c'est quand même pas rien de passer de 179 heures à 151 heures 66, et puis de garder en principe, oui mais non, on a perdu du salaire. Oui mais ça c'est la lutte. Mais le principe c'est que vous ne perdiez pas de salaire. Et il y a eu 0,003% à peine d'accords qui perdaient sur les salaires, les autres les maintenaient évidemment. Donc la place de la loi, du Code du travail, sa construction pendant des décennies a été l'œuvre de lutte sociale. Alors la plus grande œuvre, je trouve bien sûr, il y en a beaucoup qui sont très importantes. Hein. Enfin c'est quand même le fait qu'il y ait un salaire net et qu'il y ait un salaire brut. Je suis en pleine actualité hein, quand je vous parle de ça. Quand vous voyez Bruno Le Maire qui vient vous dire « je vais vous donner un bulletin de paye simplifié ». Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais enfin, le salaire net, le salaire brut, là aussi, tous vous savez ça, mais vous savez aussi combien d'énergie il faut pour le faire comprendre. Combien d'énergie. Les gens qui ne regardent pas leur bulletin de paye. Alors quand on leur dit on va le simplifier, ils sont parfois un peu gênés, ils disent bah oui, de toute façon ils ne le regardent pas. Alors il y en a, j'en ai vu même sur Twitter qui disent « oh mais ce qui compte c'est le chiffre du bas ». Savamment, je leur dis non, c'est le chiffre du haut. C'est le salaire brut. Et les patrons, ils savent ça. Hein. Et le salaire brut. Ouais, mais alors les trucs, je les lis pas. Bah oui, mais est-ce que tu lis pas les petites lignes? Là, la cotisation, alors, il y en avait beaucoup plus avant. Maintenant, justement, ils ont commencé à les supprimer comme Macron le voulait. Il y avait la cotisation pour le logement, cotisation pour la famille, c'était tout petit, puis il y a la cotisation accident du travail, elle était séparée, puis il y a la cotisation maladie, puis il y a la cotisation retraite, et tout ça, ces petites lignes. Alors, ouais, il y a trop de charges sociales. On a tous entendu ça, et moi je me suis énervé toute ma carrière à chaque patron, petit, moyen ou grand, qui disait charges sociales, c'était pour collaborateurs. J'ai dit non, il n'y a pas de charge sociale. Ben si, regardez. Ben non, regardez, il n'y a pas marqué charge sociale, il y a marqué cotisation. Ah oui, mais oui, il y a tellement d'impôts en France. Non, ce n'est pas un impôt, ce n'est pas une épargne, c'est une cotisation. Oui, mais c'est comme un impôt. Non, parce qu'un impôt, c'est pas préaffecté. L'impôt, il est pris et c'est l'Assemblée qui décide de ce qu'on en fait. Si on veut faire un hôpital ou si on veut faire un porte-avions nucléaire. La cotisation, non. Ça, c'est constitutionnel, c'est pas possible. Si elle est collectée pour le logement, elle est collectée pour le logement. Pour la maladie, c'est pour la maladie. Pour la retraite, c'est pour la retraite. Pour les enfants, c'est pour le chômage, c'est préaffecté. Alors, vous savez comme moi, la difficulté de faire comprendre à des millions de gens salariés, puisque nous sommes 30 millions, vous savez comme moi la difficulté de dire c'est préaffecté. Préaffecté, d'abord c'est pas beau, préaffecté. Oui, mais en même temps, oui, c'est beau, parce qu'on sait à quoi ça sert. C'est collecté pour servir à un but précis. Et ça ne peut pas servir à autre chose que ce pourquoi c'est collecté. La cotisation est préaffectée. Et c'est pour ça qu'on le met en détail sur le bulletin de paye. C'est tout bête, monsieur Bruno Le Maire. Mais c'est parce que, en mettant les petites lignes, vous dites, voilà, ça c'est collecté pour telle caisse, telle caisse, telle caisse. Et on a le détail. Ben,
c'est normal, vous faites les courses, vous avez le détail, sur le bulletin de paye aussi. Et donc, les gens comme Macron, qui veulent supprimer les cotisations sociales, écoutez-moi bien, hein, c'est bien son programme de départ, supprimer. Et il l'a fait pour le chômage, ils l'ont fait pour la famille, et ils ont bien l'intention de le faire sur tout. Et donc, pour le faire, il faut l'enlever du bulletin de paye. Je résume presque un siècle de combat pour le mettre sur le bulletin de paye, et actuellement, pour empêcher qu'il n'aille plus sur le bulletin de paye. Et donc, la défense du statut du salariat, les gens parfois qui disent « mais moi je veux pas défendre, je veux être autre chose, je veux être libre ». Je me rappelle d'un meeting à la Bourse du Travail à Paris, je faisais un discours à peu près comme aujourd'hui, puis un jeune qui vient me voir à la sortie, puis me dit « mais moi, monsieur Culoche, je ne veux pas de patron ». Je te comprends, j'aime pas les patrons, j'en ai visité des milliers, au fur et à mesure que je visite, je les aime de moins en moins, j'aime pas les patrons. Il me dit « oui, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « je suis auto-entrepreneur ». Je dis « mais t'es le type même de ce que Macron veut. T'as pas de patron, tu t'auto-exploites tout seul. Et en contrepartie, t'as pas de droit. » C'est ça l'ubérisation. Et Macron est un ami d'Uber. Hein, c'est une chose qui a été révélée par une enquête parlementaire. C'est Daniel Simonet qui l'a fait il y a 2 ans. Et puis, il a été établi qu'il avait été financé dès le début. Et ils ont masqué, on le saura plus tard. C'est comme toujours, il sera jugé comme Chirac l'a été, mais trop tard. Mais en attendant, l'argent est bien venu d'Uber, et c'était bien la ligne libertarienne de ne plus avoir de statut de salarié qui le disait. Et l'ubérisation, c'est abroger les droits du salariat, à commencer par les cotisations sociales. Alors, ça veut dire plein de choses, hein. Contre l'URSSAF. Les patrons détestent l'URSSAF. Je me rappelle de Madame Parizeau qui avait dit, on lui demandait à quoi ça vous fait penser URSSAF. Elle avait dit, URSS. C'est la vision du patron qui voit le totalitarisme derrière nos droits. Et la question des cotisations a toujours été mise en cause par les patrons, et c'est une offensive systématique depuis qu'elles ont été établies au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ambroise Croizat, je conseille toujours le film La Sociale de Gilles Perret, si vous ne l'avez pas vu, sur la construction de la sécurité sociale, qui est une chose extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, alors au total, c'est un budget de 850 milliards. Bon, à la louche, hein, 500 milliards pour les maladies, 350 milliards pour les retraites. En comparaison, le budget de l'État, c'est 500 milliards. Le budget des collectivités territoriales, c'est 250. Il y a 3 budgets en France. Jamais une télé ne vous explique qu'il y a 3 budgets en France. Jamais. Ouais, il y a trop de prélèvements obligatoires, ça fait 57%. On est le pays où on prélève le plus, ça fait 57%. Mais sans arrêt, on est taxé, ça fait 57%. Il y a trop d'impôts, ça fait 57%. Ben non. Parce que dans le 57% et dans ce cri contre l'impôt, il y a la négation des cotisations préaffectées. Vous mettez tout sur un même plan. Le torchon et la serviette. Vous mettez tout sans distinction. Pourtant, quand il s'agit de faire des budgets, nous le savons tous, les patrons savent séparer les choses. D'une entreprise à l'autre, d'une unité à l'autre, d'un sous-établissement à l'autre. Là, ils savent faire. Mais là, pour les budgets nationaux, ils ne veulent pas le faire. Il y a une raison. Et je le dis à chaque fois, nous le savons. C'est que dans le budget de la protection sociale, dans les 850 milliards, figurez-vous qu'il n'y a quasiment pas de déficit. Et quasiment pas de dette. Pour ceux qui fouillent vraiment, il y a peut-être 9% de la dette présumée. 3 000 milliards, 9%, qui viennent de la protection sociale. Alors que c'est le principal budget. La plus petite dette vient de là. En fait, il n'y a pas de problème. L'État, qui a 500 milliards, il fait 80% de la dette.
80%. La Sécu, 9%. Alors si vous décomposez par budget, vous avez votre argument contre tous les adversaires que vous voulez. C'est là, moi je dis, c'est l'argument principal. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des institutions qui vérifient. Et là, je viens tout de suite à l'URSSAF, aux institutions représentatives du personnel, on dit IRP, et je viens à l'inspection du travail, la médecine du travail et la justice du travail. Parce que non seulement pour les cotisations sociales, mais pour l'application de toutes les lois, si vous n'avez pas de contrôle, vous n'avez pas de loi. Si vous n'avez pas de sanction au contrôle, vous n'avez pas de loi. Et c'est là que quand même les patrons étaient obligés de concéder après-guerre par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qu'il fallait une inspection pour vérifier que les cotisations étaient payées, que le code du travail était respecté et que les conventions collectives pouvaient l'être ou devaient l'être aussi. Et l'inspection du travail a été internationalement validée par une convention que tous les inspecteurs connaissent par cœur. L'OIT, c'est la convention 81 de l'OIT, et c'est cette inspection qui définit le rôle de l'inspection qui, elle-même, fait appliquer les lois et sanctionne les patrons. Alors le boulot d'un inspecteur du travail, ma fille, quand elle était petite, on lui demandait qu'est-ce que fait ton père, et elle disait, oh, son boulot c'est de faire chier les patrons. C'était un résumé qui n'était pas tout à fait faux. Il consistait à dire qu'on était la police des patrons. À la hiérarchie de l'inspection, on disait non, vous n'êtes pas la police des patrons, vous êtes aussi les conseils des patrons. Moi j'ai vu des patrons qui me disent ah, ben, je suis content de vous voir, j'ai ça et ça à vous demander, je voulais vous demander là-dessus, etc. Je vais pas aller voir votre comptable, hein, ou là votre association patronale, je ne suis pas là pour venir pour vous expliquer votre boulot. Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à pas être patron. C'est tout. Si vous n'êtes pas capable, il y a quand même des gens qui vous disent il y a 70 000 entreprises qui ferment chaque année. Moi je suis toujours surpris qu'il n'y en ait pas plus, hein, je parle des petites et tout ça. Il y a trop d'entreprises en France. Il y a trop de faux patrons. Il y a trop de patrons incompétents. Beaucoup trop. 1 200 000 entreprises. Et même l'inspection. Sur les chiffres, on est actuellement environ 1600. On rendez compte, 1600 inspecteurs pour 1 200 000 entreprises, 18 millions et demi de salariés du privé. Et ils ne respectent pas. Une fois, j'avais dit, j'étais répété en Bretagne, j'aurais mieux fait de me taire, mais je n'avais pas pu m'en empêcher. J'avais dit, un patron sur deux est un délinquant. Le journal local, c'était dans le Morbihan, c'était Yves Rocher, m'avait dit comment vous pouvez dire ça. J'avais dit, il y a au moins 2 patrons sur 3 qui ne payent pas les heures supplémentaires. J'étais arrivé à Paris, l'AFP m'appelle, elle dit, vous avez vraiment dit ça? Je dis, oui, mais je me suis trompé, c'est 2 patrons sur 3. Évidemment, j'avais eu ma hiérarchie sur le dos, mais c'était la vérité expérimentale. En contrôlant les entreprises, je pouvais vérifier en les petites, les moyennes et les grandes. Et donc, l'inspecteur, il est là pour faire respecter la loi. Qu'a-t-il comme droit? Faire des observations. Il y a des petits patrons qui ont peur de l'inspection. Ne les détrompez pas. Ils croient qu'on a plus de pouvoir qu'on a vraiment. Ne les détrompez pas. Et puis il y en a qui s'en foutent de l'inspection. De toute façon, je ne paierai pas l'amende, ou j'en ai rien à faire, ou j'ai des bons avocats. Ben, il y en a d'autres qui disent des bons avocats, oui, ça coûte cher l'avocat. Et puis s'il y a plusieurs procédures en même temps, ça finit par être gênant. Et donc en fait, quand même, d'avoir le pouvoir donné par la Convention 81 de l'OIT, de contrôler, de faire des observations, des mises en demeure. On ne n'aime pas ça. La mise en demeure, c'est d'ici 2 mois, ça dépend du texte auquel on fait référence, d'ici 2 mois, vous devez corriger ça. Hein, c'est des pépettes. Et puis après, c'est le procès verbal. Alors, le procès verbal, là, c'est... bon, ils vont téléphoner au directeur départemental, ils vont téléphoner à leurs avocats, à la chambre patronale, ils vont dire non, essayez que le procès ne soit pas jugé. Ils y arrivent. 3 procès-verbaux sur 4
sont classés sensibles. Alors, pour les inspecteurs, c'est assez décourageant. Un procès verbal, c'est l'air de rien, mais c'est un boulot comme tout le monde. Vous pouvez passer de 2 jours à 8 jours pour le rédiger. Moi, j'ai passé des procès verbaux où il y avait 400 faux stagiaires. Ben, il fallait que je mette les 400 noms, avec les horaires, les payes, les erreurs faites pour les embaucher, l'absence de contrat. Mon PV, à la fin, il faisait ça, quoi. Et quand j'avais passé 12 jours pour faire le PV pour une boîte, et puis qu'on me le classait sans suite, vous comprenez que j'étais, avec mes collègues, énervé par ce genre de choses. Et pourtant, ça arrive en 3 fois sur 4. Alors on apprenait, comme inspecteur du travail, à pas toujours faire le PV. Parce que parfois, on vient nous voir, on dit sanctionnez-les. Quand on a du métier, on veut sanctionner, mais c'est pas toujours la meilleure façon de faire. J'ai tout de suite arrivé sur un cas qui m'avait toujours fait. C'est une pharmacienne qui avait 6 salariés et elle ne respectait jamais leurs horaires. Elle les modifiait sans arrêt dans le planning, dans tout ça. Bon, elles avaient leurs mots, mais elles avaient des obligations. Elles ne supportaient pas, elles sont venues me voir une première fois. Je dis, attendez, je vais voir la pharmacienne. Et oui, je vais faire attention, monsieur l'inspecteur. Et puis, 3 mois après, les filles reviennent, elle n'a fait attention à rien du tout. Ça recommence 1 fois, 3 fois après. D'accord. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, je lui ai dit, écoutez, vous avez votre escalier, là, qui descend pour le public. Il fait 87 cm de large. Et le code et la sécurité prévoient qu'il doit faire au moins 91. Donc vous refaites l'escalier. Mise en demeure. La fille fait ses comptes, hein, la patronne. Elle revient voir en pleurs dans mon bureau. Oh non, mais non. Je lui dis, et les horaires des salariés? Oui, mais mon escalier. Et les horaires des salariés? Et mon escalier? Et les horaires des salariés? Jusqu'à ce qu'elle comprenne que si elle réglait bien les horaires des salariés, les 4 cm qui manquaient à l'escalier, en opportunité, je pouvais ne pas dresser de procès verbal. Je prends cet exemple pour expliquer comment, en vérité, on a un pouvoir à la fois de dissuasion et un pouvoir de sanction. Et quand on nous apprend que le pouvoir de sanction n'est pas toujours appliqué, parce qu'on a trop d'entreprises, hein, alors un inspecteur, il a en gros 3000 entreprises en moyenne, et il a entre 30 000 et 45 000 salariés en moyenne. Donc, même moi, dans les secteurs où je suis passé, j'ai commencé en agriculture. J'ai fait 2 ans en la Champagne-Ardenne. Mon premier accident du travail, j'étais jeune, c'était doigt gelé dans une scierie agricole. Le patron les avait fait travailler par moins 20. Et quand je suis arrivé, le patron m'a dit « Oh, mais on ne s'arrête pas pour si peu ici ». Il me prenait pour un blanc-bec de Parisien qui arrivait à JV dans les Ardennes et qui ne savait pas qu'on travaillait par moins 20. Doigt gelé. Elle a perdu ses 2 doigts. On m'a appelé quelque chose parce que mon vieux père aussi, sur la meule, le couteau s'était retourné et il avait perdu ses 2 doigts et on ne les réparait pas à l'époque. C'était mon premier accident du travail. Et après, j'ai connu un enchaînement dans lequel, professionnellement, on faisait attention quand on pouvait éviter la sanction, m'entendez bien. Éviter la sanction pour obtenir le résultat tout de suite. Et quand on faisait la sanction, c'est qu'on n'a pas pu obtenir le résultat. Et puis tout arrive, hein. Zola, c'est pas le 19e siècle. J'ai vu arriver je me rappelle encore c'était un vieil homme, il avait été maçon, d'origine algérienne évidente, son fils, qui était commis cuisine. Et le vieil homme avait mis son costard et sa cravate pour venir chez l'inspecteur. Le jeune de 17 ans l'avait fait aussi. Ils s'asseyent tous les 2 devant moi, parce qu'on tient des permanences, 2 fois par semaine. Et puis après les permanences, on va faire les contrôles. Et là, les 2 ouvrent la bouche en même temps. Le jeune dit « ils me battent » et le père dit « ils le battent ». C'était quoi? Il était commis cuisine. À chaque assiette cassée, une baffe. À chaque verre cassé, une autre baffe. Il le battait vraiment. Mais ce que tout patron
dans un apprenti. Il faut qu'il en bave, comme moi j'en ai bavé. Cette mentalité n'est pas extirpée. Et par conséquent, le mot m'était battu, quoi. J'ai 1000 cas, anecdotes de ce type. Et quant au vice patronal, parce que tu me dis qu'il faut que j'abrège un peu, c'est ça. Sinon, je parle toute la journée, c'est vrai. Mais les accidents du travail, vous avez le vice patronal. Je vais quand même vous la raconter, cette anecdote, parce qu'hier, on parlait accident. Un jour, il arrive à ma permanence, un coup de téléphone. Une permanence, à l'époque, c'était une section. C'était 2 secrétaires, 2 contrôleurs et un inspecteur. Ça faisait une unité. Ils ont cassé ça. Mais à l'époque, donc, pendant que je faisais ma permanence, quelqu'un appelle ma secrétaire et il dit allô, dans une voix avec un langage assez peu déchiffrable, et il lui dit il y a un accident du travail, il y a quelqu'un qui est tombé du 2e étage du 3e étage sur le 2e, sur une verrière, et on ne sait pas ce qu'il est devenu, il est disparu. Alors bon, moi je ne peux pas quitter ma permanence, je me fais quand même expliquer les coordonnées, le chantier, et quand même à la fin de l'après-midi, je fonce là-bas, et je vois le chantier qui était encore en activité, et je me heurte à toute la sous-traitance en cascade infernale pour savoir qui, où est-ce qu'il y a eu l'accident. Personne ne me parle de l'accident. Pas d'accident. Mais je regarde quand même, il y a bien une verrière, et sur la verrière, il y a même, vous savez, quand on passe un balai à grande eau, des traces de balayage et de nettoyage de la dite verrière. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a pas d'accident, personne ne me parle. J'hésite, puis je reviens le lendemain, quand il existait encore des CHSCT, c'est pour ça que je pense des CHSCT, des CSSCT dans les chantiers, c'est-à-dire où chaque petit patron de chantier d'entreprise vient et regarde sa montre pendant toutes les 10 minutes parce que la réunion l'emmerde, il n'est pas du tout intéressé par la sécurité, mais s'il n'est pas là, il est obligé de payer une pénalité, alors il vient quand même. Donc je viens à un rayon, 40, je vais vous dire que 40 petits patrons du bâtiment, c'est pas l'endroit le plus progressiste du monde. Et donc, je leur raconte, pour leur faire perdre leur temps exprès, le film des frères Dardenne, c'est ça qui s'appelle La Promesse. Vous connaissez? C'est un film affreux. Il y a un travailleur immigré africain qui se blesse dans le chantier, et il n'est pas déclaré, et le patron l'achève à coups de pelle et le coupe dans le béton. Il y a le fils du patron qui voit la scène et qui va dire à la femme qui va venir chercher son mari ce qui s'est passé plus tard. C'est ça le thème du film. Et je leur raconte le film. Vous voyez la tête des 40 gars du bâtiment pendant que l'inspecteur du travail leur raconte ce film en disant mais qu'est-ce qu'on fout? On n'est pas là pour parler des films. J'ai tel truc, je cours. Et j'oblige à ce qu'ils écoutent, mais je sors avec rien. Je n'ai pas d'informations. Il n'y a pas eu de blessé. Personne n'a parlé. 8 jours plus tard, il y a un coup de fil, je suis à nouveau en permanence, à mon secrétariat, et il y a quelqu'un qui dit, avec un accent étranger, difficilement audible, qui dit il y a eu un accident, et quelqu'un qui est tombé du 2e étage, du 3e sur la 2e, sur la verrière. Le secrétaire vient voir, il me dit non, qu'est-ce que c'est? Je dis mais c'était la semaine dernière ça. Et quand il y a un accident, la police enquête aussi. Et les flics m'appellent et me disent oui, il y a eu un accident. Là, je n'en reviens pas. Et ensuite, les pompiers m'appellent. Oui, il y a un accident. On l'a emmené à la Rivoisière. Je suis à ma permanence, j'appelle la Rivoisière. Et je cherche, les médecins ne veulent pas parler, je hurle parce que je suis l'inspecteur. Et puis finalement, je finis par trouver un gars qui accepte de me renseigner. Ah, oui, il a fait une chute dure et il a perdu la mémoire. Vous avez compris ce qui était arrivé? En fait, l'accident avait eu lieu une semaine plus tôt. Il avait réellement perdu la mémoire. Il l'avait ramené chez sa femme en disant « on ne déclare pas l'accident. Vous le gardez, et puis quand il va mieux, il revient. » Et chez son épouse, au bout de 2-3 jours, le gars était hébété. Il avait vraiment, c'est une amnésie temporaire due à un choc, ça existe en médecine, quoi. Et donc, la femme, au bout de quelques jours, s'était inquiétée parce qu'il n'était pas normal. Donc, elle avait rappelé la boîte. Et la boîte s'était consultée entre elles-mêmes. Et donc, ils avaient inventé de le remettre sur le registre du personnel, de le déclarer, de le faire revenir dans le chantier et d'appeler la police et les flics
en disant il vient de tomber, pour qu'il soit pris en charge. Et vous savez quoi? En décembre dernier, la Cour des comptes, le 7 décembre dernier, la Cour des comptes, hein, ceux qui vous demandent de l'austérité toute la journée, la Cour des comptes a déclaré, après enquête, qu'un employeur sur deux ne déclarait pas les accidents du travail. Et la France est redevenue championne d'Europe des accidents du travail. Championne d'Europe, pire que la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne et l'Estonie. C'est-à-dire que le taux d'accident est remonté. Et vous cherchez pourquoi? Ils ont enlevé les comités hygiène, sécurité et conditions de travail. Il n'y a plus assez d'inspecteurs du travail. La médecine du travail, qui était d'ordre de 6 000 médecins, est passée à pratiquement 2 600 médecins. Et la médecine du travail, c'était une belle médecine, une spécialité. Ils l'ont constituée. Ils ont permis des visites par un généraliste. Mais un médecin du travail, il faut qu'il connaisse les lieux. Et ensuite, après, les institutions représentatives du personnel. Depuis qu'il y a eu les lois El Khomri, les lois Pénicaud, Macron, Rebsamen, vous savez combien il reste d'institutions représentatives du personnel? Oui, vous le savez. Il y en avait 425 000 en 2010. Des élus de toutes sortes, y compris des mutualistes, des délégués syndicaux, tout ça. Il en reste 200 000. 200 000 au lieu de 425 000. Donc ils ont supprimé pratiquement 33% des prud'hommes. Ils ont rendu difficile l'accès aux prud'hommes. Ils ont classé non seulement les trucs d'inspecteurs du travail, mais ils ont modifié la gestion de l'inspection du travail pour que nous ne soyons plus indépendants de notre hiérarchie comme nous l'étions auparavant. Et avec moins de délégués, moins d'élus, moins de syndiqués, et ils font reculer la totalité des droits, comme la bataille, je vous l'ai dit, pour ubériser. Voilà. Et oui, je sais, il faut que j'arrête. Oui, je cherche ma conclusion là. Vas-y, et je la fais sur ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire cette ubérisation contre le salarié. La perte de tous vos droits ou la défense de tous vos droits. Et nous sommes dans cette situation historique où il y a des éléments pour gagner. Le Parlement européen, avant-hier, nous les a donnés. Vous savez, les travailleurs des plateformes, c'est 40 millions de travailleurs en Europe et 4 millions en France. 4 millions qui pouvaient et qui sont ubérisés sans droit. Et avant qu'ils fassent passer les 30 millions d'autres salariés, nous avons maintenant des lois. Mais qui s'est opposé au Parlement européen? Un seul pays, un seul droit de veto au Conseil de l'Europe, Macron. La bataille ubérisation ou salariat se joue en France. Et nous avons la possibilité de la gagner, y compris pour une fois, c'est paradoxal, en nous appuyant sur une décision de l'Europe. Quand il y a quelque chose qui se passe de bien en Europe, Macron est contre. Quand il y a quelque chose qui se passe de mal, il est pour. Mais il faut savoir saisir chaque bout de loi. Comme on dit, quand tu as arraché quelque chose au patron, prends-le et tire-toi vite. Si tu lui as pris des sous, encaisse. Si tu lui as pris des droits, tape sur la table pour les défendre jusqu'au bout. Et s'il t'attaque, en tant que salarié, même si tu voudrais t'émanciper, même si tu ne voudrais plus être subordonné, même si tu voudrais une autre vie, libre, j'en ai vécu les utopies de l'opposition dans l'entreprise et de l'indépendance, la coopérative. Même si on pourrait tout ça, quand on est attaqué, on défend nos droits de salariés, on défend notre code du travail, on défend notre inspection, à commencer par le syndicat. Et je vais terminer, ça y est, j'ai trouvé. Comme j'ai commencé, sans syndicat, t'es rien. Sans syndicat, t'as rien. Et donc le début de la sauvegarde de notre dignité et de nos droits passe par le syndicat. Merci. Merci Gérard.